Gilles-Louis Anguenot, bonjour. Bonjour. Ravi de vous retrouver au salon pour cette nouvelle édition. Vous êtes historien et vous faites revivre à travers des nouvelles ou des romans une culture rurale ancrée dans un terroir. Vous sentez-vous porteur de valeurs particulières qui reflèteraient ce terroir ? Écoutez, le terroir comtois, il est fait de multiples valeurs, d'honnêteté, un héritage religieux, un héritage moral, une manière de vivre, une manière de voir le monde qui est très particulière, une manière de parler. C'est tout ça notre héritage. Nos comtois, on les imagine bien, comme jadis, autour des foires à bestiaux ou bien simplement à la sortie de la messe dominicale. Moi, j'aime faire revivre ce monde. Mon travail, c'est un travail d'historien, mais c'est, je crois, finalement, un travail d'ethnologue. Retrouver ce passé, retrouver l'âme de nos gens, c'est ça que j'adore faire, livre après livre. Est-ce que vous pensez que c'est valeurs rurales, donc est-ce que c'est universel ? Il y a de l'universalité dans nos valeurs rurales, c'est sûr. Un peu chez tous les ruraux, on va retrouver grossièrement les mêmes qualités, les mêmes manières d'être. Mais moi, je connais mieux évidemment notre monde comtois parce que je suis un homme de la campagne. Je suis l'héritier d'une grande famille paysanne. J'ai vraiment des racines profondément ancrées dans ce monde-là, et notamment dans le Haut, parce que je travaille pour l'ensemble des comtois, mais quand même ici dans le Haut, nos gens, ils ont su garder leur langage, leur manière d'être, leur manière de vivre, leur joie de vivre, parce que parfois ils font aussi des belles ribouledingues, hein. Ils sont pas toujours à la messe. Pour parler des ouvrages que vous avez publiés récemment, en 2017, vous avez publié Les rédacs de Quand on était petit, avec une auteure, Marie-Thérèse Boiteux. Alors pourquoi écrire à deux ? Eh bien, tout simplement parce qu'on a pris des sujets de rédaction donnés au certificat d'études primaires dans les années 50-60. Et pour chaque rédaction, on a fait une version masculine et une version féminine. Moi, donc le sujet est posé. Moi, j'écris comme un garçon l'aurait fait, et Marie-Thérèse comme une fille l'aurait fait. Donc c'est bien d'avoir un double point de vue, parce que les sensibilités ne sont pas les mêmes. Et du reste, ça donne un petit livre pétillant, pétulant, parfois truculent, et curieusement, les rédacs des filles sont plus truculentes que celles des garçons. Et quand je dis ça à mes lectrices, c'est normal, me répondent-elles. On comprend bien que à 13-14 ans, les gamins sont encore des gamins, les filles sont déjà des petites femmes. Est-ce la nostalgie d'une époque révolue qui vous a motivé ? Je pense qu'on a tous un peu de nostalgie au fond de nous. L'âge venant, on voit notre passé, notre enfance comme une véritable merveille, comme un Éden, un paradis. Mais surtout, moi, je suis heureux de créer ces livres pour que mes lecteurs, eux, retrouvent leur passé, qu'ils retrouvent les mots de leur enfance, qu'ils réécoutent la voix de l'oncle Louis et de la tante Juliette, et qu'ils retrouvent leurs valeurs d'alors. Vous n'imaginez pas combien de gens aujourd'hui viennent me dire nous aussi on servait la messe, etc. Leurs paroles se libèrent et ils sont heureux de retrouver tout ce passé qui leur est cher. Est-ce que vous pouvez nous lire un extrait ? On va prendre justement un sujet de rédaction donné au certif, on va lire que le début. Alors, donc, à l'époque, il y avait deux sujets donnés au certificat d'études. Le premier était un récit et le deuxième était une lettre. La lettre, c'était du genre votre marraine vous a écrit pour votre anniversaire, elle vous a envoyé un livre, vous lui écrivez pour la remercier et vous donnez des nouvelles de la famille. Et l'autre, c'était donc un récit. Alors là, le gamin, il a choisi ce sujet suivant. Un jour, vous avez suivi votre papa ou votre grand-père à la chasse, raconté. Alors ça pouvait se donner dans les années 50, ça ne se donnerait plus aujourd'hui. Alors le pauvre gamin, il a choisi ça un peu par défaut. Vous allez voir comment il commence. Chez nous, on chasse pas. Alors je peux pas vous raconter grand-chose d'intéressant par le fait. Mais comme l'autre sujet est nul, écrire au député pour l'inviter à la fête de l'école, je vais quand même vous parler de chasse. Mon papa il dit que la chasse c'est tout du temps perdu pour le paysan, que c'est pas la chasse qui donne tous les jours du pain à manger. Il dit même que c'est souvent une histoire pour savoir qui c'est le chien qui a levé le gibier.
sans compter les mensonges. 10 chasseurs plus 10 pêcheurs, ça fait 20 menteurs, qui dit encore mon papa. Et puis ça, c'est bien vrai, hein, la preuve, c'est même marqué sur une assiette accrochée au mur de la salle à manger chez ma tata Angèle de Potarier. Vous voyez qu'on retrouve la fraîcheur de l'enfance, et c'est tout à fait ce qu'écrivaient les gamins de l'époque, et ça, c'est un vrai bonheur d'être capable de retrouver cette âme. Et pour le lecteur, c'est une vraie découverte de se retrouver tel qu'ils étaient à 13-14 ans. En 2018, vous avez publié Gabriel, l'appel de la forêt. Alors, le personnage principal, Gabriel, a fait le choix de vivre dans la nature avec quelques animaux, tout en s'occupant d'une forêt, mais je crois qu'il met en avant plus, disons, la protection de l'environnement plutôt que de vouloir faire du profit à tout prix. Et c'est une interrogation sur le sens de la vie que l'on peut lui donner, les choix que l'on peut faire, par exemple, la lutte éternelle entre le profit et la protection de la nature. Vous savez, d'abord c'est un thème qui touche de près nous autres francs-comtois, parce que nous sommes tous un peu propriétaires de forêts. On les exploite du reste pas toujours très bien. Gabriel, le mot profit, c'est un mot qu'il ne connaît pas. Alors là, s'il y a un mot qu'il déteste, c'est celui-là. Lui, ce qu'il veut, alors d'abord c'est vivre dans cette nature, c'est la connaître d'une manière très intime, mais pour ce qui concerne la forêt, il veut une esthétique de la forêt. Il veut qu'elle soit belle. Il veut en faire une cathédrale. Et inévitablement, il me fait penser à ce qu'écrivait Charles Péguy. Lorsqu'il était enfant, Péguy se levait de bonne heure pour réviser ses leçons. Sa mère était veuve, elle rempaillait des chaises. Et lui, dans le froid, il observait cette mère qui travaillait. Et donc, il écrit ce mot magnifique. Il fallait qu'un barreau de chaise fût bien fait, non pas pour le patron ou pour les clients du patron, mais pour lui-même, dans son être même. C'est le secret des cathédrales. Eh bien, c'est tout à fait ce que Gabriel ressent pour cette forêt. Il faut qu'elle soit belle pour elle-même, dans son être même, comme le furent autrefois les bâtisseurs de cathédrales. Voilà, c'est ça le thème profond de ce livre. Et puis d'autres projets pour l'année prochaine? Oui, mais je suis dans l'écriture d'un nouveau Marigny, d'une nouvelle histoire policière avec mon personnage. Mes lecteurs me réclament. Ils ont l'impression de retrouver leur propre famille. On me demande où est donc ce gîte parce qu'on voudrait y aller. Est-ce que vous pourriez nous donner l'adresse de Marigny parce qu'on voudrait le rencontrer? Les lecteurs sont extraordinairement gentils, vous n'imaginez pas. Vous attachez beaucoup d'importance aux remarques des lecteurs. Mais les lecteurs sont mes complices. D'abord, c'est leur vie que je raconte. Mes gens, ils sont tout simples. C'est nos parents, c'est nous, nos parents, grands-parents, éventuellement arrière-grands-parents pour le début du 20e. Ce sont des gens qui sont vivants, qui aiment cette culture profonde. C'est ça, le secret. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci de m'avoir invité, en tout cas.